Bonjour à tous, la Tribune des décideurs chaque lundi, 12h30, le rendez-vous incontournable des décideurs économiques, politiques ou syndicaux. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Charles Beigbeder. Bonjour. Bonjour. À mes côtés, Eric Walter, le directeur de la rédaction de la Tribune.fr, la Tribune.fr, tout comme décideurtv.com, les sites sur lesquels vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct à notre invité. Charles Beigbeder, vous avez 49 ans, on ne sait plus trop par quel bout vous prendre, hein. Vous êtes entrepreneur récidiviste, investisseur, militant patronal et depuis quelque temps également homme politique. Alors vous allez nous aider à y voir clair. Comment ça se passe une journée de Charles Beigbeder? Comment est-ce que vous répartissez, ou une semaine, je ne sais pas, comment est-ce que vous répartissez ces différentes casquettes dans votre agenda? D'abord, j'ai une équipe sur laquelle je me repose pour les activités professionnelles d'investissement ou plus opérationnelles comme AgroGénération ou Audacia. Ceci libère du temps pour m'impliquer dans la vie publique. Je pense que la France ne va pas très bien, on va sans doute en parler, mais donc on a besoin que la société civile s'implique parce qu'on ne peut pas laisser à une classe professionnelle, des politiques, la responsabilité d'essayer de faire avancer les choses. Donc il faut que chacun s'implique et moi j'essaye de le faire. Ça c'est un vieux rêve. C'est venu progressivement. Un vieux rêve et notamment des chefs d'entreprise de se dire laissons faire les pros, la société civile. Ça ne marche pas très bien en général, hein. Les greffes ne marchent pas toujours très bien entre le monde civil et le monde politique. Vous pensez ça marche mieux qu'on le dit, hein, parce qu'en province c'est très fréquent. Ce qui est plus rare, c'est vrai, c'est à Paris et au niveau national. Mais il y a eu des exemples qui ont marché. Christine Lagarde, par exemple. Bon, après, elle est retournée, c'est vrai, un peu dans le privé, le quasi-privé avec le FMI. La situation, elle est celle que nous connaissons, chômage très élevé, prélèvement, dépenses publiques, déficit. Il faut que des gens qui sont en confrontation avec le réel s'impliquent dans la vie publique. Ça ne veut pas dire que les professionnels politiques sont inaptes, c'est pas ce que je dis, mais il y a besoin de tout le monde pour se retrousser les manches et essayer de trouver des solutions. Vous avez quand même une petite particularité par rapport notamment à Christine Lagarde, c'est que vous avez pris quand même des positions assez radicales sur un certain nombre de thèmes, on en parlera peut-être, notamment au sein de l'UMP. Est-ce que quand même ça ne pose pas un problème d'être assez radical, peu importe l'aile, enfin, disons que vous n'appartenez pas à l'aile la plus modérée de l'UMP, est-ce que ça ne pose pas un problème d'image et d'identité? Non, mais je suis radical dans mon objectif. Je souhaite que le chômage soit divisé par deux. Je sais que c'est possible, d'autres grands pays européens l'ont fait, et donc c'est ça la priorité absolue. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de solutions à mettre en œuvre, et effectivement, elles sont radicales. C'est-à-dire ne plus recruter un seul fonctionnaire dans les fonctions non régaliennes, mettre en place la flat tax au niveau des prélèvements obligatoires, que ce soit sur les ménages ou les entreprises, dérigidifier massivement le marché du travail et le marché du logement. Effectivement, c'est très radical. Et moi, c'est libéral en fait. Ce que j'essaie, c'est libéral, bien sûr. C'est libéral tout simplement. Et donc j'essaye de pousser ces idées au sein de l'UMP, en participant aux conventions thématiques organisées par Hervé Mariton et Jean-François Copé, et puis en étant de temps en temps invité dans les médias pour défendre ces idées, qui, je pense, sont les seuls qui vont permettre de s'en sortir. Alors ça nous amène à la première question. Shield A demande comment peut-on se dire libéral et être à l'UMP? Oh bah, attendez, je lui mets au défi de trouver des libéraux au PS. Il y a effectivement une mouvance libérale au sein de l'UMP. Je citais Hervé Mariton, qui est un peu le porte-parole. Il y en a d'autres, Gérard Longuet, il y avait Madeleine autrefois. Qui ont toujours été en minorité. Hein, dans ils ont toujours été en minorité. En même temps, là, avec le pouvoir en place, qui sont des socialistes plutôt archéaux, on le voit bien, l'opinion publique est en train de se retourner. Et les idées libérales, puisque finalement elles n'ont pas été appliquées en France depuis 1986 à peu près, eh bien on le vend en poupe et ce sont celles-là qui vont permettre de baisser le chômage et de relancer l'économie. Alors Schilda poursuit son raisonnement, il dit la seule mesure de bien en un quinquennat de Sarkozy sont les auto-entrepreneurs, aujourd'hui menacés par le PS mais aussi par l'UMP. J'ai encore en tête une affiche de l'UMP expliquant tout fièrement d'avoir augmenté taxes et impôts. Nous ne sommes pas des pigeons et moutons, monsieur Beigbeder, nous avons de la mémoire, etc. etc. Enfin bon, il y a une partie de la population, y compris de droite, qui considère qu'en effet, l'UMP a pris un virage tout sauf libéral. Hein, et la partie gaulliste sociale ne va pas dans ce sens-là. La fin du quinquennat de Sarkozy n'était pas vraiment libérale. Le début, oui. Si vous voulez, c'est un peu comme Thatcher, donc la situation des conservateurs britanniques dans les années 70. Ils gagnent les élections en 72 sur une plateforme très libérale, et puis ils trahissent au bout de quelques mois.
les travaillistes, du coup, reprennent le pouvoir et mènent l'Angleterre à la catastrophe. Et c'est là que Thatcher va prendre le pouvoir au sein du Parti conservateur. Et cette fois-ci, elle va non seulement mettre en place une plateforme bien libérale, mais l'appliquer vraiment. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse pour 2017. Sauf que quand même, quand vous regardez aujourd'hui autour de nous, il y a deux éléments. Le premier, c'est quand même un certain nombre d'amortisseurs sociaux. Enfin, disons, le cadre social français et d'ailleurs européen a été quand même plébiscité à bien des égards par les populations compte tenu de la crise. Première question, premier élément. Et deuxième, c'est quand même, on ne voit pas beaucoup de pays européens qui ont adopté une véritable politique libérale depuis des années. Ben si, il y a l'Allemagne, il y a la Suède qui était l'État-providence dont c'était l'ADN. Il n'y a pas de flat tax. Et ils ont diminué, ils ont dérigidifié leur marché du travail. Et ils ont baissé les prélèvements obligatoires. Certes, ils n'ont pas mis en place la flat tax, je le reconnais, mais ils ont vu leur chômage divisé par 2. Idem au Danemark, idem dans un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Et donc, je crois que la priorité absolue, c'est vraiment le chômage. Et donc, pour réduire ce chômage, et notamment chez les jeunes qui sont ni en formation et qui n'ont pas d'emploi, qui sont un peu laissés à eux-mêmes, il y en a près de 2 millions en France entre 18 et 26 ans, c'est une calamité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un contrat de travail unique, beaucoup plus simple, qu'on peut résilier avec des indemnités de dommages et intérêts qui sont déjà définies en fonction de l'ancienneté, annexées au contrat. Et ça, ça nécessite effectivement du courage. Tant qu'on ne fera pas ça, les TPE et les PME n'embaucheront pas parce qu'elles ont peur de se retrouver au prud'homme. Donc, on peut appeler ça libéral, mais c'est du bon sens, c'est tout. Est-ce que c'est cette teinture libérale qui fait que vous vous entendez pas très bien avec Nathalie Kosciusko-Morizet et qu'il y a cette petite bisbille dans le 12e arrondissement? Ah non, pas du tout. Ouais, je m'entends bien avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Bah, c'est pas ce qui transpire dans certains articles de presse. Hein. Non, mais je m'entends très bien avec elle. C'est une femme qui a des idées et des convictions assez libérales. D'ailleurs, son discours à la Bastille était intéressant. Elle a parlé face à la statue de la liberté, guidant le peuple. Elle a parlé de son amour pour cette valeur phare de la République. Et en disant aussi que l'égalité, bien sûr, était importante, mais qu'il ne fallait pas non plus que ce soit de l'égalitarisme ou du nivellement par le bas. Moi, je trouve qu'on a plusieurs... Donc, c'est pas l'arrivée. On se rejoint sur les idées, on est assez d'accord. Après, il peut y avoir des sensibilités qui nous diffèrent les uns des autres. Au moment du mariage pour tous, quand même. Non, alors après, il peut y avoir des opinions sur certains sujets comme qui touchent aux valeurs, qui touchent à la famille, où elle a suivi une position plus moderne ou plus progressive, mais moi je pense que le progrès n'est pas toujours que la modernité n'est pas toujours un progrès, excusez-moi, mais moi je suis vraiment attaché aux valeurs de la famille, et donc c'est vrai que c'est plutôt contre cette loi, évidemment. C'est une question, un style grave demande bonjour, vous vous dites libéral et vous êtes d'ailleurs dans un parti libéral-démocrate, mais comment concilier ce libéralisme avec une position contre l'homosexualité, etc. C'est pas contre l'homosexualité, la évidemment. Liberté en affaires, c'est lui qui le prétend, hein. La liberté en affaires, mais pas en mœurs. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'on peut être libéral sans être libertaire? Moi, je suis pour la liberté d'entreprendre, la liberté économique. Je suis plus prudent sur les enjeux sociétaux. Je serais effectivement plutôt donc libéral, conservateur. Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur les valeurs universelles qui fondent notre civilisation et notre société. Un petit mot quand même sur la politique économique. Vous faisiez allusion à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a été ministre de l'écologie, ça ne vous a pas échappé. Et donc en matière de transition énergétique, puisque c'est un petit peu le sujet d'actualité, est-ce que là aussi vous êtes sur des positions très très libérales, à savoir grosso modo ne rien imposer sur le plan fiscal par exemple, pour faciliter cette transition énergétique à laquelle adhèrent beaucoup de gens, notamment au sein de l'UMP, notamment de NKM? On se rejoint sur l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a une vraie menace, on ne peut pas le nier. Notre atmosphère, elle est finie. On émet des milliards de tonnes de CO2 chaque année et maintenant, ça arrive à un seuil critique. Donc, il faut se responsabiliser là-dessus. Et donc, j'étais très partisan, moi, d'un système mondial de quotas de CO2 pour tous les grands émetteurs de CO2. En revanche, je vais avoir mais qui s'applique à tout le monde, je vais avoir une approche plus libérale sur la fixation des tarifs
de gaz ou d'électricité, où je pense que c'est l'offre et la demande qui doit permettre de fixer ces tarifs. Parce que sinon, ça peut conduire à des subventions d'usage, comme c'est le cas en France, où les tarifs d'électricité sont clairement subventionnés, sont 2 fois moins chers en France pour les ménages qu'en Allemagne, par exemple. À propos de l'électricité, vous êtes complètement sorti maintenant de Poweo ou vous êtes encore... Oui, complètement. Depuis 2009, en fait. Vous continuez à suivre l'évolution de cette société? Ah bah oui, ils ont fusionné avec Direct Energy et c'est devenu le numéro 3 maintenant de l'électricité et du gaz en France. Ça va mieux maintenant pour eux? Ça va pas mal. Ça commence à démarrer en fait. Mais je ne suis plus administrateur, donc je ne suis pas au courant de tous les détails. Mais Alors, on va parler de vos autres casquettes, hein, celle d'investisseurs notamment. On a des questions qui arrivent là-dessus. On rappelle comment est-ce que vous organisez. Vous avez un fonds personnel, un holding Gravitation, qui investit en direct dans des entreprises. Et puis, vous avez aussi créé une société, Audacia, qui prend des tickets, et notamment par le biais des SICAV ISF, dans des startups aussi. Donc vous connaissez bien ce monde de l'investissement en private equity. Oui, absolument. Donc Gravitation investit dans l'énergie et l'environnement et aussi une filiale, donc Audacia, qu'elle contrôle et qui a apporté près de 300 millions à 150 PME depuis 6 ans. Et on est devenu le spécialiste de la mezzanine de croissance, c'est-à-dire qu'on apporte des capitaux à des belles PME, souvent des PME familiales, qui ne veulent pas ouvrir leur capital. Et on leur apporte 1, 2, 3 millions d'euros et ils nous le restituent à un prix connu à l'avance. D'accord. Une obligation 5 ans, 6 ans plus tard. C'est un peu comme des obligations, sauf que c'est quand même du capital, c'est des quasi-fonds propres parce qu'il y a un risque, si la société ne va pas bien, qu'elle ne nous restitue pas les capitaux. Donc ce n'est pas de la dette. Mais en revanche, l'entrepreneur, la famille détentrice du capital, a la possibilité de nous sortir à un prix connu à l'avance. Ça plaît beaucoup aux PME, notamment les PME familiales. Et donc on a investi beaucoup dans l'agroalimentaire, dans la restauration, dans les crèches, les cliniques, les maisons de retraite, et dans la bière aussi récemment. Oui, vous avez investi dans la bière française. Bière parisienne en fait, c'est une vieille marque. Gallia, c'est ça? Gallia, c'est une vieille marque de bière. C'est du lait pour bébé, mais il ne faut pas confondre. Hein. Parisienne, non. Ça, ils se sont mis d'accord avec Danone. D'accord. Donc une vieille marque qui avait disparu depuis 1969 et que 2 jeunes qui se sont rencontrés à l'EM Caen, Le Havre, ont décidé de relancer. Qu'est-ce que vous observez dans ce monde du private equity, des startups, des entreprises familiales? Est-ce que c'est la déprime en ce moment ou est-ce que c'est la reprise, comme l'annonce notre président? Je pense qu'au bout d'un certain temps de pessimisme, l'être humain est ainsi fait qu'il a envie quand même d'être optimiste, surtout les entrepreneurs. Moi, je vois quand même un certain nombre de créateurs d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont envie de positiver. Alors, il y en a d'ailleurs qui le font, qui n'ont jamais arrêté de le faire, comme Fermob. Ça fait partie de l'ADN de l'entrepreneur. Qui est leader mondial de la chaise de jardin en métal, ou Kousmiti avec Sylvain Oribi. Beaucoup d'autres. Ces jeunes de Gallia, j'ai rencontré l'autre jour aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence une start-up extraordinaire qui fait des films, qui rendent les téléphones portables plus autonomes au niveau énergétique, ou qu'on pourra peut-être un jour on pourra équiper des vitrages et produire de l'électricité avec le soleil sans que ça gêne la transparence de ces vitres. Il y a plein de choses. Alors bien sûr, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont posé le sac, mais heureusement, il y en a qui y croient. Le message de Hollande, quand même, aux assises de l'entrepreneuriat, il était positif. Je lui sais gré de ça. Maintenant, il faut voir comment ça se traduit dans le projet de loi de finances 2014. Le diable est dans les détails. Je serai très vigilant, mais je pense que la reprise, elle n'est pas là, mais il y a des... si je regarde, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont là et qui demandent qu'à éclore. Un petit mot quand même sur le monde de l'entrepreneuriat. Donc il y a eu les pigeons, il y a eu les poussins, etc., qui ont été des espèces d'avant-garde éclairée du mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la structure qui peut représenter ce monde de l'entrepreneuriat? Parce qu'on a le sentiment quand même que le MEDEF, on le voit bien dans son discours, a un petit peu de mal avec ça. On a une nébuleuse d'organisations, Croissance Plus que vous connaissez bien, et d'autres, et puis des choses qui sont moins formalisées. Est-ce qu'il y a besoin en France de quelque chose pour véritablement incarner cette nouvelle forme d'entreprise qui, je pense, me semble-t-il, a d'autres revendications que celles du problème de la fiscalité, tous les problèmes d'environnement, tout ça, de l'entreprise sont très importants. Est-ce qu'on n'a pas un petit déficit de ce point de vue-là en France? En précisant que vous êtes au MEDEF, aussi, au comité d'orientation stratégique. Oui, je suis passé au conseil d'orientation stratégique, qui est un peu le think tank du MEDEF, au-dessus du conseil exécutif. Bon, d'abord, il y a la commission. Là, Pierre Gattaz a réuni la commission entrepreneuriat et le comité TPE-PME.
donc avec Thibault Langsade qui en est le président. Donc là, c'est quand même un véhicule où peuvent se traiter toute une série de ces sujets qui réunit des entrepreneurs qui connaissent le terrain et qui va pouvoir traiter donc ces problèmes et représenter les entrepreneurs face au pouvoir public. Puis c'est vrai, après il y a aussi des grands entrepreneurs qui s'expriment comme Xavier Niel ou Simoncini ou d'autres et qui représentent les entrepreneurs et puis de temps en temps il y a des mouvements qui émergent comme les pigeons ou le mouvement sur les auto-entrepreneurs. Mais c'est bien, mais c'est cet ensemble d'initiatives qui fait que l'entrepreneuriat est quand même une voix de plus en plus écoutée en France. Et puis il y a Fleur Pellerin quand même, notre ministre des PME qui je trouve fait un très bon travail. Oui, je suis secrétaire national de l'UMP. Ouais. Jean-Marc Ayrault qui reçoit maintenant tous les mois des groupes d'entrepreneurs. Oui, mais tout ça c'est très bien et donc bravo, il faut que ça continue. Alors, ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. On a de nombreuses questions qui arrivent. Selon vous, nous demande un internaute, qu'est-ce qui peut expliquer le manque de business angel en France, contrairement aux pays anglo-saxons, prétend-il? Oui, il a raison. Nous avons 4000 business angels environ en France, contre 40 000 au Royaume-Uni et 400 000 aux États-Unis. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que dès qu'ils ont vendu leur entreprise, ils s'en vont à l'étranger? Il y a un peu de ça, malheureusement. Beaucoup, à tort ou à raison, partent après avoir réalisé. Et donc, l'écosystème qui fonctionne très bien en Israël, par exemple, ou dans la Silicon Valley, où ce sont d'anciens entrepreneurs qui accompagnent des jeunes entrepreneurs et ainsi de suite, et parfois on en est déjà à la 3e ou 4e génération, c'est hyper vertueux, ne fonctionne pas assez bien en France. Et ça, c'est lié à la fiscalité. Oui, c'est lié à la fiscalité, mais est-ce que quand même il n'y a pas aussi une tradition rentière en France, enfin une tradition, je dirais même de la rente, qui habite même un certain nombre d'entrepreneurs qui ont effectivement, comme vous le disiez, réalisé, il n'y a pas quand même cette culture de l'investissement, de l'innovation. Ça dépend des familles. Hein. La famille Mullier, on ne peut pas dire qu'ils réussissent à chaque fois. Mais c'est la fiscalité. C'est à partir du moment où on vous prend 40 ou 50%, à un moment c'était 75%, bon, on est revenu à des niveaux plus raisonnables, mais c'est toujours trop par rapport à la Belgique où c'est zéro. J'entends bien. C'est tentant pour ceux qui ont réussi de ne pas réinvestir en France. Sauf qu'il y a quantité de systèmes fiscaux justement qui permettent, qui donnent aux investisseurs des avantages important. Donc ce n'est pas uniquement un problème fiscal, c'est aussi peut-être un problème d'envie, de nécessité. Quand vous investissez aujourd'hui dans une entreprise, il y a quantité de mécanismes, vous les connaissez bien, puisque notamment les fonds ISF. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? Il y a quand même le PEA, il y a les CPME, mais il y a aussi toute cette fiscalité de l'épargne qui a plutôt tendance à aller vers la rente. Vous avez raison, donc les obligations d'État, parce qu'il faut bien que l'État finance ses déficits, donc l'assurance vie. J'aimerais que cette fiscalité de l'épargne, qui coûte près de 10 milliards d'euros par an, soit plus orientée, flèche plus les capitaux vers la prise de risque, vers les actions, vers les entreprises. Quelles sont vos recommandations, nous demande un autre internaute, concrètes pour améliorer la santé des entreprises françaises? Surtout, quel est le diagnostic? On parle beaucoup des problèmes de productivité, de marge qui s'effritent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Donc, il faut agir sur à la fois le marché du travail. Donc, il faut vraiment continuer l'assouplissement du marché du travail. Et je citais tout à l'heure ce contrat de travail dans lequel on se met d'accord à l'avance sur la résiliation du contrat avec une grille de dommages et intérêts proportionnels à l'ancienneté. Je vous assure, si on fait ça, c'est 1 million d'emplois tout de suite. Et puis, on travaille sur les marges. En effet, les entreprises françaises ont les marges, donc excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, c'est les chiffres de l'INSEE les plus basses d'Europe. On est à 28%, 22% dans l'industrie, c'est le plus bas niveau depuis 1950. Alors que les Anglais sont à 40, les Allemands sont à 42, même les Italiens sont à 40. Donc, on ne peut pas y arriver. Donc, il faut travailler sur les dépenses publiques. On a un excédent de dépenses publiques qui donc a pour conséquence des surprélèvements obligatoires qui pèsent beaucoup sur l'entreprise. Et donc, on ne va pas pouvoir basculer ces prélèvements obligatoires sur les ménages. Donc, il faut réduire les dépenses publiques. Et pour ça, il faut accepter qu'un certain nombre de fonctions accomplies par l'État soient confiées au privé. Donc, c'est de l'externalisation. Et puis, pour celles qui restent pour le moment dans le giron de l'État, je ne parle bien sûr pas des fonctions régaliennes, qui là pour le coup c'est l'État de toute façon, là on ne remplace plus les fonctionnaires qui partent à la retraite. On prend des personnes en CDI de droit privé, point. Et il faut faire cette petite révolution pour que les dépenses publiques baissent et les prélèvements obligatoires baissent. Et même au sein de l'UMP, on est d'accord là-dessus?
On est d'accord là-dessus. C'était, d'ailleurs, je vous le ferai remarquer, dans la première convention thématique de la nouvelle gouvernance de l'UMP, donc en février, qui portait sur le travail et la fiscalité, les deux premières, c'était dans le rapport de conclusion. Donc, l'UMP produit de nouvelles idées qui sont innovantes, qui sont libérales. Bien sûr, ils ne vont pas jusqu'au bout, je le reconnais. La convention de fiscalité ne s'est pas traduite par une proposition d'abrogation de l'ISF, ce que j'aurais souhaité. Et s'il mentionne la flat tax, bien sûr, il ne la propose pas, mais ça va quand même dans le bon sens. Sur les dépenses publiques, quand même, il y a l'histoire de non-remplacement des fonctionnaires, mais enfin, on l'a fait, en tout cas, 1 sur 2 pendant... Ah, mais moi, c'est 0. J'ai bien compris, mais en dehors de ça, aujourd'hui, on voit bien la réduction des dépenses publiques. Tout le monde a voulu s'y attaquer depuis des années, et on voit bien qu'on arrive à jouer à la marge, même si cette année, on les réduira un tout petit peu plus que d'habitude. Vous feriez quoi aujourd'hui? Je vous dis, c'est très simple. Non, mais... D'accord, comme vous dites, il y a des fonctions. Qu'est-ce qu'il faut sous-traiter? Vous disiez il faut confier des choses au privé. Par exemple, toute la protection sociale, on voit bien que ce sont des dépenses qui sont difficilement compressibles. On peut faire des économies. On a pléthore de rapports qui nous disent qu'on peut économiser 10-20 milliards. Mais si c'était si magique que ça, déjà, on l'aurait fait depuis un moment. Symboliquement, ne pas remplacer les fonctionnaires qui passent à la retraite. J'entends bien, symboliquement. 0 sur 2. Symboliquement. C'est très fort parce que quand vous embauchez un fonctionnaire, en fait, le coût, c'est 1 à 2 millions sur les 60 années finalement, que l'État va engager en faisant son recrutement. Donc, c'est juste plus possible. Et puis, ça sera un signal très, très fort. Ensuite, après, fonction par fonction, il y a des choses qu'on peut externaliser, qu'on peut confier au privé. Le privé assure déjà plein de services publics. Et donc, il faut poursuivre cette tendance, cette mutation, car l'État, quand il veut tout faire, il le fait mal. On revient à votre stratégie d'investissement. Marc nous demande comment choisissez-vous les entreprises dans lesquelles vous investissez? Pour ce qui est d'Audacia, on est vraiment multisectoriel et c'est vraiment le business plan, l'équipe qui fait la différence. Et on va plutôt s'attacher, puisque c'est un produit qui est entre l'equity et la dette, à des entreprises qui sont déjà rentables et qui veulent simplement accélérer leur croissance. Ce n'est pas des startups. Et pour ce qui est de gravitation, là, notre cible, c'est l'énergie, l'environnement, un peu les nouveaux métiers du numérique et la biotech. Et là, on fait 1 ou 2 investissements par an, hein, mais c'est vraiment une rencontre. Une innovation, l'identification d'un déficit d'offres, soit au niveau mondial, soit tout simplement en France, et il y en a beaucoup, une bonne équipe, et puis ensuite on va ensemble cofonder une entreprise. Alors Mathieu qui vous écoute demande, vous dites que la France est un Eldorado pour les entrepreneurs, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de déficits d'offres. Il y a plein de services qui existent en Angleterre et même en Italie, qui n'existent pas chez nous. Il y a aussi quand même un cadre qui permet de créer des entreprises, même si l'environnement n'est pas optimal, je l'ai dit, au niveau du social et du fiscal, mais il y a aussi des grandes écoles, un réseau d'universités. On est le pays qui est le 5e pays en matière de prix Nobel ou de médailles Fields. Il y a énormément d'atouts. Et puis, malheureusement, il y a aussi des entrepreneurs très successful qui sont partis. C'est terrible. Mais donc, il y a possibilité de créer de belles boîtes en France. Donc c'est pour ça, parfois en provocation, quand je vois des jeunes étudiants en management, je leur dis ça. Laure demande pourquoi en France il n'y a que très peu d'entrepreneurs. Elle pourrait rajouter comme vous qui se lancent en politique. Pourquoi ça n'attire pas les entrepreneurs et la société civile? C'est pas toujours facile déjà en termes d'emploi du temps, on le disait en préambule. Mais on en a besoin. Je l'ai dit, en province ça existe. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont maires ou membres de conseils municipaux. Qui sont députés, c'est plus rare, c'est vrai, il n'y en a que 19 ou une trentaine à l'Assemblée nationale. C'est pas assez, c'est à peine, c'est 5%, alors qu'en Angleterre, on est plus autour de 20-30%. Donc il faut faire confiance, il faut savoir diversifier. La loi sur le non-cumul des mandats dans l'espace et dans le temps est aussi un moyen peut-être d'élargir le recrutement de nos représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat et ailleurs. Et donc ça va se faire progressivement, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Géa demande, vous parlez d'augmenter la flexibilité des contrats de travail en facilitant les licenciements, mais cela ne risque-t-il pas d'augmenter encore plus la précarité des travailleurs?
Et non, parce qu'actuellement, ils sont dans la précarité la plus totale, à part ceux qui sont fonctionnaires ou qui travaillent dans des très grands groupes bancaires, parce que là, c'est quasiment encore plus sûr que la fonction publique. Et puis, les autres, ils sont quand même à la merci d'un plan social, ou tout simplement au chômage. Donc, parce que le chômage, ce n'est pas que 3 millions. En fait, il faudrait ajouter les catégories B, C, les gens qui sont au RSA. Il y a 6 millions de personnes en France qui n'ont pas de travail. C'est ça le vrai fléau. Donc, c'est ça la vraie précarité. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si on a un contrat de travail plus flexible, le chômage diminue. Et à ce moment-là, c'est l'employé qui fait la loi et non pas l'employeur. Donc, au contraire, ça se retourne contre la précarité. Et à force de vouloir trop protéger les gens, bien ça se retourne contre eux. Un code du travail trop rigide n'est pas du tout protecteur en fait. Vous avez passé quelques jours en Grèce là, bon, plus pour le plaisir que pour le business. Qu'est-ce que vous observez en Grèce? Comment va ce pays en ce moment qui est passé par des zones de turbulence? Je suis passé très rapidement par Athènes, mais j'étais surtout dans les îles. Je dois dire que ça, bon, là c'est la pleine saison touristique, ça va bien, les restaurants sont pleins, il y a des très beaux bateaux qui flottent sur l'eau. C'est peut-être pas très. mon diagnostic là n'est peut-être pas très pertinent. Sur la crise européenne, quand même, pour avoir votre opinion, c'est-à-dire qu'on voit bien, on l'a vu au G20 d'ailleurs, là encore ce week-end, il y a un débat austérité, croissance, etc. On voit bien que l'austérité ne génère pas forcément toutes les vertus dont on attendait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que, par exemple, vous croyez à un plan de relance sur la croissance au niveau européen? On voit bien que les pays du Sud sont encore quand même dans une situation difficile. L'Allemagne est quand même vilipendée de tous les côtés. Donc, est-ce qu'il peut encore se passer des choses nouvelles de ce point de vue-là? Ce qu'il faut, c'est redonner confiance aux acteurs, aux épargnants, aux consommateurs pour qu'ils épargnent un peu moins et qu'ils se mettent à consommer, aux entrepreneurs pour qu'ils investissent. Et pour ça, il faut montrer un cap, une vision où on arrive à réduire ces déficits et la dette. Donc il faut mettre nos finances en ordre. Et le général de Gaulle, en 1964, il avait fait une grande conférence de presse sur l'Europe. Et c'est là où il avait dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Je ne suis pas comme un cabri sur ma chaise à dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et en fait, il disait, si on n'avait pas eu le redressement économique et financier et monétaire de 58, 59, 60, il n'y aurait pas eu de CE qui tiennent. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mettre nos finances publiques en ordre, redonner un cap, qu'on puisse voir le ciel bleu au bout du tunnel. Et à ce moment-là, la confiance revient et les solutions sont... Enfin, comment dire, l'emploi repart, la croissance repart. Et donc, bien sûr, on peut faire des grands projets d'investissement. Moi, je ne suis pas contre. Mais en revanche, il faut travailler la dépense, il faut la réduire. Il y a un moment, on ne peut pas dépenser toujours plus que ce qu'on a. Dernière question de Jules, comment freiner l'exil fiscal? Un sujet encore d'actualité. Est-ce qu'il y a des façons… Donner un cap qui rassure donc les épargnants, les entrepreneurs, et aussi les exilés fiscaux, pour qu'ils aient envie de revenir et participer à cette belle aventure qu'est notre pays, la France, qui a de nombreux atouts et qui peut être un grand pays, retrouver sa grandeur. Mais bon, il faut une vision claire. Allez, on prend une dernière encore, il va être 13h dans une minute. Que pensez-vous des émeutes à Trappes? Sont-elles liées à la situation économique selon vous? Est-ce que Bien sûr, mais dans les zones urbaines sensibles, le taux de chômage il est bien plus élevé. Chez les jeunes, c'est 27%, et dans les zones urbaines sensibles, c'est 40%. Et encore, ça c'est chez les filles. Chez les garçons, c'est bien plus. Donc, comment vous voulez que ces lieux de la République s'en sortent? Donc, il faut vraiment agir sur le marché du travail. Merci Charles Becbédé d'avoir été l'invité de la Tribune des décideurs, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé votre enthousiasme avec les internautes. Merci Eric. Merci. Un très bon été, hein. On se retrouve en septembre. On ira au bord de la plage plutôt au mois d'août. On vous souhaite la même chose. Merci en tout cas pour votre fidélité et toutes vos questions. À très bientôt. Bon été. On se retrouve au mois de septembre.